C'est un plaisir de vous retrouver sur GMT TV pour ce bulletin d'information de 12h30. À toutes et à tous, bonjour. En ouverture, en séjour à Luanda en Angola depuis lundi pour le sommet Union européenne-Union africaine, le chef de l'État gabonais Brice Clotaire-Oligui Nguema a pris part à des travaux en compagnie d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Suivons cela avec la presse présidentielle. Luanda, Angola. Dès les premières heures de la matinée, la capitale angolaise s'est réveillée au rythme des cortèges officiels, des drapeaux flottant sur les façades gouvernementales pour accueillir les délégations venues des deux continents. C'est dans cette atmosphère solennelle et animée que s'est ouvert le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Partenariat renouvelé pour une prospérité partagée, c'est le thème de cet événement officiel. Un message clair à l'heure où l'Afrique et l'Europe envisagent de remodeler les contours d'une coopération mise à l'épreuve par les crises sécuritaires, économiques et climatiques. Parmi les dirigeants présents, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire-Oligui Nguema, occupe une place remarquée. Son arrivée à Luanda intervient dans la continuité directe de la visite officielle du président français au Gabon. Un enchaînement diplomatique qui illustre la nouvelle cadence internationale du pays, désireux de se repositionner comme un acteur crédible, engagé et audible sur la scène internationale. Réformer la coopération internationale est impératif. Le Gabon espère une diplomatie multilatérale fondée sur l'équité et les besoins des populations. L'Alliance Union africaine, Union européenne, peut incarner ce renouveau si elle s'impose dans des instances mondiales, notamment au Conseil de sécurité, et participe à la réforme d'une architecture financière encore trop éloignée des réalités africaines. Depuis sa prise de fonction, le président de la République multiplie les initiatives destinées à réinscrire le pays au cœur des concertations internationales. Le Gabon s'engage désormais sur la voie du développement économique à travers le plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ce plan vise une croissance durable, appuyée sur la rigueur, l'état de droit et une gouvernance exemplaire. Le Gabon, havre de paix, se positionne ainsi comme un partenaire économique fiable, attractif pour les investissements étrangers. Mon pays attend pleinement contribuer à une nouvelle ère de coopération entre l'Afrique et l'Europe. À Luanda, son agenda est dense. Sessions plénières, rencontres bilatérales, échanges multisectoriels avec les partenaires européens et consultations entre dirigeants africains. L'événement représente donc bien plus qu'un rituel diplomatique. Pour le Gabon, il constitue un levier stratégique pour capter de nouveaux financements et consolider ses alliances à un moment où l'Afrique s'emploie à redéfinir sa place dans le nouvel ordre mondial. La participation du président de la République à la table des discussions contribue à renforcer la crédibilité internationale du Gabon, un pays en voie de restructuration institutionnelle et économique depuis l'avènement de la Ve République. Les rencontres bilatérales, notamment avec plusieurs partenaires européens et africains, devraient permettre de capitaliser l'effort d'investissement pour accélérer le développement du pays. En multipliant sa présence aux rendez-vous internationaux, le chef de l'État affirme une diplomatie offensive, agile et proactive. Le 7e sommet Union africaine-Union européenne pourrait ainsi marquer une étape déterminante dans la consolidation du rôle du Gabon sur la scène internationale dans un monde en pleine recomposition. Et puis c'est un constat sans appel que dresse la Cour des comptes sur la gestion du budget de l'État en 2024. Selon ce document consulté par Gabon Media Time, des virements ont été opérés entre programmes de ministères différents, dont 315 milliards de virements et transferts effectués en 2024 sans autorisation. Les détails dans cet élément.
La Cour des comptes a rendu son verdict sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget 2024, révélant d'importants écarts dans la gestion des crédits publics. Selon le document, 134,28 milliards de francs CFA de virements de crédit ont été réalisés cette année, soit une hausse significative par rapport aux 39,73 milliards enregistrés en 2023. Ces virements ont concerné 26 programmes dont certains ont dépassé largement le seuil légal de 2% fixé par l'article 45 de la loi de finances relative à l'exécution du budget. Avec des cas extrêmes atteignant 431,69% pour certaines dotations. 3 programmes ont même vu plus de 70% de leurs crédits transférés, notamment la gestion du contentieux de l'État, 93,14%, et les aides aux familles, 89,14%, soulevant des questions sur la planification budgétaire et le respect des règles légales. Le rapport souligne également que des virements ont été opérés entre programmes de ministères différents, ce qui contrevient explicitement aux dispositions de l'article 45 de la loi de finances relative à l'exécution du budget, qui autorise les virements uniquement au sein d'un même ministère ou entre dotations. En outre, 180,84 milliards de francs CFA de transfert ont modifié la nature des dépenses, avec des crédits initialement destinés aux biens et services ou au personnel réaffectés à d'autres types de dépenses, parfois pour des actions sans rapport avec le programme d'origine. Cette pratique fragilise la transparence et alterne l'efficacité de l'exécution budgétaire. La Cour des comptes met particulièrement en avant 4 points critiques: le non-respect du seuil légal de 2% pour les virements interministériels non autorisés, la modification de la nature des dépenses lors des transferts et l'absence de décret autorisant ces opérations. En effet, aucun document officiel ne permettait de justifier ces mouvements, alors que la loi de finances relative à l'exécution du budget exige qu'ils soient autorisés par décret et communiqués au Parlement pour information. L'absence de ces décrets empêche toute traçabilité et contrôle parlementaire, constituant un manquement grave aux procédures légales. Face à ces irrégularités, la Cour des comptes invite la Direction générale du budget et des finances publiques à expliquer l'absence de décret d'autorisation et à renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence. Si ces dérives ne sont pas corrigées, la rigueur budgétaire risque d'être compromise, la fiabilité des informations financières et la confiance dans la gestion des ressources publiques également. La mise en évidence de ces manquements traduit la nécessité d'améliorer le suivi et la conformité des opérations financières publiques. Depuis le 24 novembre, les étudiants de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, ont déclenché un mouvement de grève, motif de cette montée de tension des arriérés de bourse de 6 mois suivants. Depuis le 24 novembre 2025, les étudiants de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, ont déclenché un mouvement de grève pour dénoncer 6 mois d'arriérés de bourse, selon les informations rapportées par l'Union dans sa parution de ce mercredi 26 novembre 2025. Une situation jugée intenable par des apprenants dont la bourse constitue souvent l'unique source de subsistance dans la capitale. L'INFAS de Libreville est entrée dans une zone de turbulence depuis lundi. Les étudiants se rassemblent quotidiennement devant l'entrée principale de l'établissement, situé près du programme national de lutte contre le VIH-Sida ou le fêtage, pour exiger le paiement de leurs bourses bloquées depuis 2 trimestres. Entre loyers impayés, frais de transport et alimentation, la situation financière de nombreux étudiants est devenue critique. C'est une pilule amère pour nous. Beaucoup louent des chambres et viennent de l'intérieur du pays. Comment survivre à Libreville quand notre unique source de subsistance est bloquée depuis 6 mois? C'est indigné un étudiant sous anonymat, rapporte le quotidien L'Union. Les apprenants rappellent qu'un préavis de grève avait été déposé auprès de la direction, ouvrant la voie à des discussions exploratoires. Mais faute d'avancées concrètes, les négociations n'ont pas abouti, poussant les étudiants à radicaliser leur mouvement. Pour les grévistes, cette mobilisation est désormais le seul moyen d'obtenir gain de cause. Ils estiment avoir épuisé toutes les démarches administratives sans réponse satisfaisante de la part de la tutelle. Leur objectif, attirer l'attention des plus hautes autorités sur leur situation sociale et matérielle dans un souci d'équilibre. Notre rédaction a tenté de joindre un responsable présent au sein de l'établissement. Celui-ci a refusé de commenter, estimant ne pas être habilité à s'exprimer officiellement.
Dans la revue de presse de ce jour, à la page 5 de l'Union, on parle de la coopération entre la FEG et le MEDEFI. En effet, au lendemain de la visite du président Emmanuel Macron au Gabon, la Fédération des entreprises du Gabon et le Mouvement des entreprises de France internationale ont organisé lundi une table ronde axée sur le nouveau partenariat entre Libreville et Paris. À cette occasion, le président de la FEG, Alain-Claude Kwakwa, a rappelé l'ambition du Gabon qui souhaite établir des alliances solides et mutuellement bénéfiques avec la France, basées sur la complémentarité de leurs atouts respectifs. Un avis partagé par le président de la MEDEFI qui a précisé que les entreprises françaises sont soucieuses de former leurs collaborateurs et de leur transmettre leur savoir-faire, lit-on chez le confrère. Toujours chez l'Union, cette fois à la page 7, on parle des violences basées sur le genre. La Fondation Ma Bannière a lancé hier, mardi 25 novembre, une vaste campagne de sensibilisation dédiée aux violences numériques. Pendant 16 jours d'activité qui s'achèvent le 10 décembre, les équipes de la Fondation sillonneront les établissements scolaires pour responsabiliser les jeunes et les alerter sur les conséquences réelles de ce type de violence sur leur avenir. Il sera aussi question tout au long de rappeler l'arsenal juridique, l'objectif étant de libérer la parole des femmes, des filles qui taisent par honte, culpabilité ou peur, informe le confrère. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. En Guinée, la mission d'observation électorale de la CEDEAO, dirigée par l'ambassadeur Issoufou Baba Brahima Kamara, a rapporté un déroulement calme, ordonné et transparent du scrutin du 23 novembre, mobilisant plus de 960 000 électeurs. Les opérations ont démarré à l'heure, les mandataires des partis étaient présents et les matériels de vote disponibles. Observateurs, agents électoraux et forces de sécurité ont respecté les normes pour des élections crédibles dans l'espace CEDEAO. Selon Idrissa Diallo, secrétaire exécutif adjoint de la CNE, le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré quelques contraintes logistiques rapidement résolues et l'esprit de cordialité entre candidats a été maintenu. La forte participation des femmes et des jeunes témoigne d'une appropriation croissante des droits politiques, lit-on chez APA News. En France, c'est ce mercredi que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, faisant peser le risque d'une deuxième condamnation pénale définitive au-dessus de l'ex-président qui affrontera au printemps le procès en appel portant sur le financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Passé au deuxième plan avec l'incarcération de l'ancien chef d'État au centre pénitentiaire de Paris La Santé, cette procédure en cassation qui a suspendu la peine prononcée à son encontre est l'ultime recours en droit français dans ce dossier. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi comme l'a préconisé l'avocate générale à l'audience du 8 octobre, l'affaire Big Malion deviendra la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy après celle de l'affaire des écoutes, lit-on chez Le Monde. Voilà pour l'actualité de ce 12h. Nous passons au verbatim qui est de Presbytère Oligui Nguema. La source est un discours daté du 24 novembre. Il a dit, je cite, « Les donneurs d'ordre et les vendeurs d'armes doivent mettre fin à leur hypocrisie. L'Afrique ne fabrique pas les armes qui alimentent ces conflits. » C'est sur ces mots du chef de l'État que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur GMT TV. À demain 12h30. Au revoir.